On va enchaîner sur la deuxième et dernière table ronde sur la thématique Skeleton Orga, passer de 3 à 100 salariés. Donc on refait une petite mise en scène, tout va être comme neuf. Donc passer de 3 à 100 salariés en 2022, un vrai défi RH. Et nous rejoindrons sur scène Delphine Faury, Guillaume Martin, Claire Panier-Détouche et Cédric Georgy qui animera cette table ronde. Si vous voulez, vous pouvez commencer à venir vous installer le temps que tout reprenne forme. Merci beaucoup. Et il y a aussi la battle des pitch dans l'espace pitch avec une battle de pitch étudiants. Voilà, plein de choses sympas et qui continueront encore après les tables rondes. Ils sont coupés. Bonsoir à tous. Merci d'être là jusqu'au bout, hein, c'est ce qu'il faut dire. En plus, juste avant, on vous dit tout ce qui se passe à côté, histoire de éventuellement vous motiver à ne pas rester avec nous. Mais vous avez bien fait, vous allez voir, ça va être très chouette. Très chouette à plein de niveaux. Donc déjà, bonsoir, je m'appelle Cédric Georgy. Je suis DG Caduceo et je vous en parlerai très peu, même si je me nourris des échanges à l'image de ce qu'on va avoir ce soir. Je suis surtout vice-président de French Tech Toulouse, en charge de la communauté. Et je vais vous faire un petit peu de promo d'un truc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle les CXO Together. Ce sont des rencontres mensuelles entre les différentes fonctions des startups. Et la table ronde que vous avez juste avant et celle que nous allons avoir est à l'image de ce qui se passe dans les CXO, c'est-à-dire des échanges, j'espère que vous l'avez noté et apprécié, très transparent, très franc. Là, c'était en public, en tout cas, mais honnêtement, le niveau de transparence, c'est pour mettre un peu la pression aussi sur mes intervenants aujourd'hui, qu'on a eu juste avant, est assez unique. Je vais aller un peu sur Paris. Il y a un peu plus de storytelling, on va dire. Et on aime bien chez French Tech Toulouse être dans le dur. Et là, on va parler un peu dans le dur de RH et d'orga. Juste avant, on aura du temps questions. Et voire même, si jamais il y a un truc qui vous dérange, levez la main. Alors, je ne vous verrai pas forcément. Criez et vous serez bienvenus pour intervenir. Si jamais quelque chose qui va être dit, vous avez envie de rebondir, on peut le faire comme ça. On nous a mis un timer ici, mais on est les derniers, donc en fait, on fait ce qu'on veut. Ah, ça c'est à la régie. Je me demandais qui criait. J'ai déjà été trop long. Je vais vous demander de rapidement vous présenter, très classiquement. Delphine, tu es juste à mes côtés, donc, et sans spoiler tout ce qui va suivre, mais voilà, de commencer à dresser à la fois qui vous êtes et un profil très large de la start-up que vous représentez. Bonsoir, donc je suis Delphine Faury, je suis la DRH de Kineis. Kineis, c'est un opérateur IoT satellitaire et un fournisseur d'accès de connectivité globale. On a été créé en 2018 et on a bénéficié d'un héritage de l'expertise de 40 ans du CNES et de CLS. Voilà. Claire, je t'en prie. Bonjour à tous, moi c'est Claire, je suis actuellement DRH de Kili Technologies, qui est une start-up sur Paris pour le coup. Je triche un peu aujourd'hui. Et j'accompagne la boîte, je suis arrivée, ils étaient 30 et en l'espace de 8 mois, aujourd'hui on est 70 et on a ouvert les États-Unis. Et avant ça, j'ai eu la chance de vivre la belle aventure de Sigfox et j'ai plein de choses à raconter et de retours d'expérience. Fais gaffe, j'ai dit en toute franchise, hein, donc tu t'avances un peu là. Exactement, et je suis ravie de pouvoir partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Guillaume Martin, je suis le CEO et le cofondateur de Pictarine. À Pictarine, on fait de l'impression photo instantanée, c'est-à-dire qu'on vous permet de commander des photos depuis votre téléphone et d'aller les chercher en quelques minutes au magasin en bas de chez vous. On est le leader de l'impression photo instantanée aux US. 100% de notre business est aux US et 100% des équipes sont à la Belge. Et il y en a une grande partie là-haut. Donc, ça me fait super plaisir que vous soyez là. Tu es venu avec ton fan club, quoi. Exactement. Ils sont tous brandés Pictarine. C'est magnifique. Super. Juste avant qu'on aille un peu plus dans le détail pour savoir un peu qui vous êtes, très classique, est-ce que vous pouvez lever la main si vous travaillez pour une organisation qui fait moins de 10 personnes ? Ok. Entre 10 et 30. Ok, un poil plus. Entre 30 et 60. Ah, là, ça se parsème. Plus de 60.
Sur la droite. Ok, donc comme ça vous avez un petit panorama de détail des structures. Ce que je vous propose pour démarrer cette conversation, c'est de nous décrire ce qu'on pourrait appeler la stack RH, c'est-à-dire comment vous fonctionnez en termes de... Et on ne parlera pas que RH, et c'est aussi pour ça qu'on voulait un fondateur et pas qu'un représentant de la fonction RH pour parler orga, mais au moins sur la stack RH aujourd'hui que vous mettez en avant, à la fois pour retenir vos salariés, mais aussi pour en recruter. Alors c'est les outils, c'est les conditions de travail, c'est les packages, c'est les lieux, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, de toute façon, on a travaillé ensemble. Qui veut commencer? Claire? Allez. Moi, je fonctionne pas mal par piliers. Et j'ai 4 gros piliers dans lesquels après je mets plein de choses dedans. Le premier pilier, et qui je pense pour tous les fondateurs de boîtes est un pilier crucial, c'est l'aspect culture, les fondations de culture d'une boîte. Où dedans il y a à la fois la vision, la stratégie, les objectifs, mais aussi tout ce qui a attrait aux valeurs, aux rituels, aux usages, aux outils de communication, etc. Donc c'est vraiment qui on est, quelle entreprise on est et le sens qu'on met derrière. Ensuite, si on veut scaler, il faut attirer les talents. Donc il y a toute la partie vraiment talent attractivity, qui est le recrutement, la marque employeur. En troisième brique, c'est surtout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le People Ops. Donc ça va être votre process de A à Z à partir du moment où vous êtes en contact avec un candidat jusqu'au moment où il vous rejoint, toute sa vie collaborateur, l'expérience collaborateur et l'offboarding. C'est vraiment de mapper tout ça et de faire en sorte que ça colle au maximum avec ces fameuses valeurs et cette culture que vous avez dans lesquelles vous avez travaillé et affiché en votre marque employeur, etc. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier, mais c'est toujours s'occuper des gens qui vous ont rejoints avec tout ce qui est les carrières pass, les rewards, enfin, tout ce qui est développement, training, formation, etc. Au niveau du franglais, Désolée. on est pas mal. Hein, ouais. Tu veux prendre la suite? Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien leur parler aux candidats de ce qu'on fait chez nous et comment on fait les choses. Les rituels de boîte et puis aussi forcément les locaux. On a la prétention d'avoir des locaux de ouf, et en tout cas on va en avoir des locaux de ouf dans 6 mois. Donc on a pris 1600 mètres carrés là sur la Beige avec un rooftop de 120 mètres carrés, ça c'est la partie pub. Venez nous voir avec une salle de sport et tout ça, ça va être canon. Non, sérieusement, en fait on a une boîte présentielle. Moi personnellement j'ai la conviction qu'on ne peut pas créer de grands produits en full remote. Alors ça peut peut-être choquer, mais voilà, c'est le parti pris de la boîte. Donc des gens qui veulent faire du full remote, déjà ça pose les bases, ils viennent pas chez nous et c'est cool parce que comme ça on perd pas de temps. Les autres choses que j'aime bien mettre en avant, c'est le fait qu'on soit indépendant et rentable. On n'aime pas les fonds d'investissement. C'est cool parce que aussi on nous dicte pas notre roadmap parce qu'il faut développer telle feature parce qu'un VC a décidé qu'il fallait faire ça en se levant le matin. Donc nous on fait ce qui a du sens pour nos clients et ça plaît à des gens aussi. Et encore une fois, on perd pas de temps. Et il y a d'autres boîtes qui font ça très bien. Hein, mais nous on fait pas ça. Et puis on a un petit côté un peu culture décalée, je pense aussi sur certains trucs. Donc c'est important que les gens, quand ils viennent et passent des entretiens, on a une partie immersive. Donc ils viennent chez nous et ils interagissent. Comment ils interagissent avec les autres et avec les employés qui sont garants de la culture. Donc c'est intéressant de débriefer avec les points de contact qu'il a eu pour voir si ça match ou pas. Alors pour Kineis, nous on a été créé en 2018, les premiers salariés ont intégré Kineis en 2019, donc on était 10 en 2019, on est 60 aujourd'hui, donc en 3 ans on a recruté 50 salariés et tout l'enjeu était de créer une culture, de créer une communauté. On avait beaucoup de salariés, certains salariés qui arrivaient de CLS, donc notre maison mère, du CNES, et des salariés qui arrivaient d'ailleurs, de Sigfox et d'autres. Et donc, il a fallu créer un groupe, créer un collectif à partir de cultures différentes. Le CNES qui est un EPIC, CLS qui est une société privée, mais avec des spécificités particulières, Sigfox et d'autres. Donc, on a quand même travaillé là-dessus et nos dirigeants, notre président, les directeurs et les gens du COMEX incarnent une certaine
certaines valeurs, une image que l'on a envie de véhiculer. Donc on a travaillé sur les 4 piliers comme toi. Mais je dois dire que le recrutement et les gens que l'on a décidé de recruter, c'est fondamental au démarrage d'une société parce que ça marque vraiment la culture et l'image que l'on veut véhiculer. Donc on essaie vraiment, quand on recrute, je dis on parce que je ne recrute pas seul, bien évidemment, on est plusieurs sur chaque processus de recrutement à avoir des candidats et avoir plusieurs candidats. On essaie vraiment d'être très, très divers, très ouvert, et on n'est pas une société qui recrutons sur le diplôme, l'école, etc. On essaie d'avoir des gens qui viennent d'horizons très différents pour apporter une richesse. Et donc voilà, vraiment ce qu'on a travaillé, ce qu'on travaille toujours, c'est la culture et ça passe au démarrage d'une société par les recrutements, parce que ces premiers recrutements sont assez fondamentaux. Dans vos descriptifs de Stack RH, vous avez abordé pas mal de sujets, on va y revenir, enfin on va essayer d'y revenir jusqu'à ce qu'on se fasse virer de la salle, ou qu'il n'y ait plus personne dans la salle. Le thème aujourd'hui, c'est comment on gère la croissance. Vous l'avez abordé, vous l'avez cette croissance à différents moments, soit un peu derrière vous, soit vous êtes en plein, soit un peu devant. Au niveau des recrutements, puisqu'on part de là, la liste des recrutements, c'est un peu comme une to-do list, c'est-à-dire qu'elle est toujours infinie. On a toujours plus de personnes à recruter qu'on arrive à les recruter. Est-ce qu'il est plus important de remplir un poste et donc de s'assurer qu'on a les bonnes personnes, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser des postes vacants jusqu'à ce qu'on trouve les bonnes personnes, notamment dans ces phases d'hypercroissance où tout dépend du poste et vous allez faire une réponse de Normand. Comment vous voyez un peu les... Est-ce que c'est si pire, si je vais être un peu provoque, si pire, je ne sais même pas si c'est français, est-ce que c'est si terrible de se planter sur un recrutement, si en même temps ça permet d'avoir une force d'exécution plus importante au moment où on est en croissance et on en a besoin? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se plante sur les recrutements quand même. Enfin, pas tous, bien sûr, mais dans le lot, et c'est pas une science exacte, et on n'est pas infaillible, et on voit les gens quelques heures au maximum, même si on est plusieurs à les voir. Et oui, alors, moi en tout cas, ça m'est arrivé avec les personnes avec qui je recrute de me planter sur un recrutement. Enfin, de se planter, c'est-à-dire de ne pas avoir recruté la personne qui convient le mieux au poste et qui convient le mieux à la société, à l'équipe. Parce que quand on recrute sur un poste, mais on recrute dans une société, dans une équipe. Et donc ça, c'est hyper important d'avoir aussi la vision de l'équipe au-delà du poste. Donc, pour répondre à ta question sans faire une réponse de Normand, ça dépend dans quel métier on est et s'il y a une urgence, mais j'ai envie de dire, se planter, c'est pas grave, même si c'est une perte de temps, d'argent, etc. Ne pas produire, ça peut être compliqué, donc il faut essayer d'allier les deux, mais en tout cas chez Kineis, quand il n'y a pas urgence sur un poste, on prend le temps de recruter, et de ne pas avoir les bons CV, de mettre le poste en suspens, de recommencer, de réfléchir. On est plutôt dans la philo, on prend le temps. Qui veut prend, hein. Vous savez que je vous ai dit, hein, vous prenez la parole quand vous voulez. Hein. Ok. Nous, jamais, on recrute quelqu'un qui n'est pas 100% waouh, parce qu'on a des waouh à chaque étape. Jamais on prend quelqu'un qui ne rentre pas dans la culture. Enfin, vraiment, en tout cas, on fait le maximum. Parce que derrière, on le peut au centuple. On a fait rentrer des personnes, c'est arrivé, il y a eu des personnes toxiques. Et quand on retire une personne toxique, ce qui se passe, c'est qu'on se dit putain, mais c'est pas juste le boulot de cette personne, mais la productivité de la boîte, elle augmente de 50%. Ne jamais, nous en tout cas, on a appris, on s'est planté plein de fois, et il y a des postes chez nous, c'est hyper dur pour les équipes. Ils sont ouverts depuis des postes en tension, hein, depuis 1 an. Ça fait 1 an. Putain de Dava iOS, ça fait 1 an. et on en a vu des gens, et il y a 4 étapes chez nous sur le recrutement. Le truc classique, un screening, entretien manager, une partie immersive avec les équipes pendant 2h30, 3h avec des débriefs, des tests techniques. Tout le monde chez nous passe un test technique, de la finance au dev. C'est vraiment intéressant de voir comment les gens se comportent quand ils ont un livrable à faire et les interactions qu'ils ont avec les autres et avec les équipes. Donc, et à la fin, on a l'entretien culture fit
Et c'est le plus dur, le culture fit, parce que si on a les alertes, c'est chaud, quoi. Et surtout, il y a la 5e étape, qui est le référence check, hyper important. C'est des choses qu'on n'a pas fait au début et on s'est planté. Et donc la réponse, moi, elle est très très tranchée, même si ça met une pression de fou sur les équipes et c'est vraiment chiant. Donc aujourd'hui, on n'a pas craqué le recrutement parce qu'on est en train justement de passer de 30 à 50, mais on s'astreint et on se surveille tous pour ne pas faire de concessions. Ouais, c'est bon, ça marche. Je partage plutôt le même avis que Guillaume. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux managers qui recrutent, c'est vraiment quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, vraiment, il ne faut pas y aller. Et surtout, dans l'étape 0,50 au démarrage, il ne faut pas faire de compromis. Alors après, il y a les managers qui veulent des copains ou ce genre de choses, et il faut évidemment cadrer et être un peu... avoir une idée claire sur les rôles et responsabilités, pourquoi on recrute, avoir une scorecard, etc. Mais pour autant, quand il y a des doutes et qui sont fondés, c'est surtout ça, il ne faut absolument pas recruter parce qu'on le paye au centuple, comme tu dis. Et ça, pour le coup, je pense qu'on l'a tous vécu. Claire, je reste un peu avec toi sur l'expérience que tu vis depuis combien de temps ? 8 mois, t'as dit, c'est ça ? Depuis novembre. Depuis novembre, ouais. Donc passer de 30 à 70. En termes d'enjeux sur l'organisation, c'est où ? Est-ce qu'il y a déjà eu des points de... En plus, il faut que tu nous parles de ton orga, parce que c'est une start-up parisienne. Tu es basé à Toulouse. Tu piques quelques talents toulousains pour cette boîte parisienne. Donc, quels ont été les enjeux majeurs ? Du coup, le recrutement, c'est pas que à Paris. Parle-nous un peu de cette aventure-là sur 8 mois. Oui, du coup, quand je suis arrivée, ils étaient un peu moins de 30. Et il y avait les fondateurs, qui sont le CEO et le CTO, et après, une grosse population tech et une grosse population sales, et quelques product, marketing au milieu. Et le premier enjeu que j'ai vu, c'est l'aspect justement culture. C'est-à-dire que chacun recrutait à tout va ce qu'il voulait, et d'un seul coup changer les postes à droite, à gauche, etc. Il y avait pas de cohérence, en tout cas il n'y avait pas de réflexion sur pourquoi on recrutait tel poste, dans quoi ça s'inscrit, avec qui va interagir, ça va être quoi ses livrables, etc. etc. Et l'aspect de culture, parce qu'en fait il y avait des espèces de grandes chapelles. Alors tu parlais tout à l'heure de diplôme, etc. Moi quand je suis arrivée c'était très Polytechnique, HEC et rien d'autre. Donc je combats ça depuis 8 mois et petit à petit il y a du bon, on y arrive. Et justement à éviter les biais individuels, mais plutôt réfléchir collectivement sur c'est quoi la culture de la boîte, qu'est-ce qu'on veut faire de cette entreprise et comment on va la gérer. Et ça va des valeurs, mais ça après les valeurs, je pense que c'est... on peut en parler, mais bon, c'est un sujet à part. Mais après, c'est surtout les rituels, les usages, les événements. Et j'ai oublié quelque chose que je voulais dire, mais ça va me revenir. Tout ça pour dire que de 0 à 30, c'est les fondateurs qui font la culture de la boîte. Et c'est pour ça que moi, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai demandé aux 2 fondateurs de bien se regarder dans un miroir. Et on a vraiment travaillé sur leurs forces, leurs faiblesses, qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils véhiculaient en tant que personne, et pour qu'ils comprennent ce que ça avait provoqué en termes de culture de boîte, et comment on pouvait éventuellement le modifier. Et ensuite, on a fait tout un travail lors d'un off-site où on a réuni tout le monde, où on a travaillé collectivement sur qui on veut être comme boîte, que ce soit pas trop déconnant avec les comportements des fondateurs, parce que si... ça peut pas être des opposés, mais en tout cas, essayer de définir qui on est à l'instant T, et d'accepter que ça bouge, parce qu'on va recruter 30 personnes, 40 personnes sans demain, et donc la culture de boîte, elle va changer, il faut l'accepter, et en fait, le travail sur la culture, c'est un travail qui est au quotidien, ou en tout cas, il faut se poser les bonnes questions, je dirais un minima chaque année, en fonction du rythme de croissance. Guillaume, là, toi, alors, il y a un long historique, enfin long, il y a un certain historique. Il est chuvieux, c'est ça. Mais il y a une croissance qui est plutôt devant de votre côté. Là, vous anticipez, je crois, combien de recrutements d'ici fin d'année Une vingtaine. Vous passez de 30 à 50, là, c'est Élodie ça, va peut-être pas être d'accord, mais si, je crois que c'est une vingtaine. Ouais.
Comment t'anticipes du coup cette phase-là? Est-ce que c'est d'avoir un peu comme ce que dit Claire là, on va dire des fondations, un socle en termes de culture, en termes de process, en termes d'orga? Alors effectivement, on se pose la question, on s'est posé plusieurs fois la question avec Max de la culture, à quel moment on la formalise, et puis on s'est toujours dit oh, c'est bon, ça passe. Et il y a une culture orale qui se fasse bien parce qu'on est 20, on est 25, et puis on s'aperçoit qu'il y a des trucs, c'est pas comme ça, c'est pas un comportement qui rentre dans la culture. Mais d'un autre côté, les gens savent pas quelle est la culture, faut la formaliser à un moment. Et j'ai une annonce à faire du coup au prochain séminaire de Majorque en septembre. On va bosser sur la culture. Donc on est en train de rentrer sur des discussions de culture, voir comment on peut le faire. Donc bien sûr on n'a pas envie de le faire parce que quand on entend culture, les fondateurs ils se disent ah, c'est bullshit, il va falloir mettre des valeurs et ça ne voudra rien dire et voilà machin. Et nous, on est en train d'apprendre, après 13 ans, à formaliser ça. Donc on se fait aider, on se fait aider avec des coachs qui ont déjà fait ça plein de fois, parce que nous, c'est la première fois. Et on sent que onboarder 20 personnes en quelques mois, ça ne va pas se faire comme ça si on ne clarifie pas. Et à un moment, on ne peut pas recadrer si on n'a pas cadré. Et donc, il faut être juste avec les gens, en tout cas, et il faut leur donner toutes leurs chances de s'intégrer et prendre conscience aussi de, comme tu disais, la culture, elle bouge, en fait. Et on en est où dans la culture? Il y a des valeurs on va remiser au musée et d'autres qui vont apparaître parce qu'il y a la culture qui on est aujourd'hui, mais qui on veut être aussi dans 3 ans. Et nous, il y a des gros changements qui arrivent. Donc, on va passer d'un pays à X pays. On va passer de 30 à sûrement une centaine de personnes. Et on est en train de passer d'une grosse ligne business à une diversification. C'est beaucoup, en fait. C'est beaucoup de choses. Et donc ça, faut accompagner les gens en clarifiant les choses. Juste, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Dans la culture, il y a aussi justement le mode d'environnement de travail. Et donc remote, hybride, full. Donc c'est ces réflexions-là aussi qu'il faut avoir dès le début. Delphine, peut-être un sujet de ton côté. En parlant de culture, vous avez un historique CLS, en plus CNES, mais l'idée c'était pas de rester avec cette culture issue, ou peut-être, si, je sais pas. Enfin, on en a parlé un peu, mais donc comment s'est passé ce process, cette réflexion pour aussi dire c'est Kineis qui est aujourd'hui à 60, c'est pas une BU de CLS, si je veux être un peu clivant. Alors ça, c'est un sujet complexe. Effectivement, quand on a été créé, et bien heureusement, on a pu bénéficier de l'histoire de Kineis, du support de l'histoire de CLS, du CNES et de ce support-là technique et financier, puisque ce sont nos actionnaires. Donc ça, c'était certainement pas à renier. Mais il a fallu affirmer la propre identité de Kineis et ce qu'on était, ce qu'on voulait être, ce qu'on allait être. Donc ça a été un exercice à faire et pas simple à faire, en disant voilà à notre actionnaire principal, notamment CLS, nous là, il faut qu'on arrive à vivre de nos propres ailes. Et voilà, en termes RH, il a fallu s'affirmer un peu. Sur le volet communication aussi, il a fallu dire, Kineis, c'est ça, on fait ça, et on prend nos décisions, et on assume nos choix. Parfois nos bons choix et parfois nos choix moins bons. Mais oui, il a fallu savoir garder cette historique, garder toute la valeur ajoutée que le CNES et CLS ont pu nous apporter, mais en même temps savoir créer ce qu'on voulait être et s'affirmer en tant qu'entité autonome et différente. Donc ça, c'était important, c'était un enjeu. Normalement, quand on est à ma place d'animateur, on n'a pas trop le droit d'intervenir. Je vais me permettre une toute petite exception, parce qu'en plus, on partage un passé commun avec Claire, donc chez Sigfox, pour vous partager un aspect de ce thème, la croissance d'orga. Moi, j'ai vécu de Sigfox, on est passé de 50 à 450 sur 4 ans, 3 ans, avant, malheureusement, ce qu'on a vu dans les médias. Et la bonne nouvelle qui est la reprise par une Abyss, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Un des sujets sur la culture, c'était
mettre un mot sur qu'est-ce qu'est start-up, qu'est-ce qu'est scale-up. Alors scale-up n'existait pas à l'époque. Moi j'étais du côté des très start-up dans le sang, hein, c'est pas pour rien que je suis là. Et il y avait un sujet qui était l'onboarding des nouveaux, qui venait plutôt parce qu'on était dans l'infra de corporate, donc ça amènera d'autres questions par la suite, et comment on amenait ces nouveaux à participer à cette aventure. Donc il y avait les Seed Days là qu'avait créé Claire et l'équipe hein, sur les onboarding, et moi j'étais les premiers à dire non mais attention, on vient de rejoindre une start-up. Sauf que le mot start-up à l'époque c'était 10 personnes dans un garage, et donc à un moment donné en interne, quand on était 150-200, on a commencé à dire on n'est plus une start-up. Sauf que quand vous dites en négatif, il faut dire ce que vous êtes. Et si vous laissez flottant, le on n'est plus quelque chose, mais que vous ne dites pas ce que vous êtes derrière, le mot scale-up n'existait pas. Donc on n'a pas pu dire on n'est plus une start-up, on est une scale-up. Les gens, ils font ce on va dire, ils se basent sur ce qu'ils ont connu d'avant. Donc on a commencé à devenir un petit corporate. Parce que beaucoup, alors c'est ma vision, peut-être Claire sera en désaccord, petit corporate, ça peut être bien quand vous le dites à l'extérieur pour vos clients, parce que c'est rassurant, mais dire qu'on est un petit corporate, ou laisser penser qu'on pourrait être un petit corporate quand vous êtes encore à 150-200, c'est hyper dangereux sur votre culture. Si je veux être caricatural, dans un corporate, le gâteau, il a taille finie, vous essayez de prendre la plus grande part du gâteau que vous pouvez. Quand vous êtes dans une start-up, vous faites grandir le gâteau et de toute façon, votre part, elle grandira avec. Le modèle américain, c'est de dire on est start-up jusqu'à ce qu'on aille en IPO. Hein. Quand vous allez, moi j'ai vécu un moment Airbnb 2014, le focus c'est on reste start-up jusqu'au max. Donc il y a eu ce sujet-là de l'intégration des personnes issues de cultures différentes. Et donc la transition sur ma question, alors Claire, tu me diras si tu étais en accord ou pas avec ce que je viens de dire, mais comment vous vous assurez que, est-ce que la culture et donc les process aussi, c'est un dénominateur commun ou la somme des individualités et encore une fois, est-ce qu'il y aura des réponses de Normand, ça dépend des fois, mais comment vous intégrez des profils qui ne sont pas juste des jeunes diplômés ou qui ont fait 3 ans d'expérience dans une boîte tech et que vous vous appuyez sur la richesse des gens que vous allez chercher même au-delà des frontières, quand c'est à l'international, quand c'est au-delà des carcans, quand tu parles d'école, au-delà des origines aussi, parce qu'on parle de diversité, mais la meilleure façon de vendre la diversité, c'est de se dire que ça apporte de la richesse en termes de production. Comment vous faites ce mix des cultures ? Nous, on a plusieurs cultures et la diversité, je pense, a toujours été présente dans la boîte. Après, on est assez intransigeant sur les gens qu'on fait rentrer, et c'est là où on peut peut-être on a un socle commun. Je ne vais pas revenir sur la culture, mais on a un socle commun qui fait que cette diversité, elle marche en fait. Elle marche autour d'une culture. Et par exemple, nous, on recherche vraiment des gens qui ont vécu à l'étranger et ou qui ont entrepris des boîtes. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont à l'aise en milieu incertain, et on a une culture de boîte où il y a beaucoup il y a peu de côté certain en fait chez nous, beaucoup d'incertitudes. Et on demande aux gens d'avoir un énorme ownership de leurs tâches. Je parlerai peut-être plus tard de la partie radicalité qu'on a chez nous pour s'assurer que on pense que les gens sont les meilleurs pour prendre des décisions sur leur périmètre. Et donc on les arme avec du contexte et tout ça. Et bref, tout ça pour dire que pour intégrer des gens d'horizons différents, ce qui est bien, c'est qu'il y a un socle commun, mais il y a une deuxième partie qui est, faut leur expliquer les règles du jeu, et c'est la transmission. Le sujet de la transmission, il est très très chaud, je trouve. Je vais faire juste une parenthèse sur la partie transmission. Enfin, on a lancé la Pictarine Academy chez nous, parce qu'on pense vraiment que c'est fondamental de bosser là-dessus maintenant. Parce qu'on justement on va changer de scale, et ça veut dire former les gens à la gestion du temps, à tous les trucs, à du bon usage de Slack aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais le plus beau projet qu'on a eu cette année, c'est surtout François qui l'a l'idée, notre chef produit, c'est la formation des managers. Il y a tellement de boîtes qui lâchent leurs managers, mais vas-y, démerde-toi. Mais c'est tellement chaud d'être un manager au moins décent, en fait. Et donc, chez nous, ce qu'on a mis en place, c'est que François, il est plutôt très bon en manager, et il est plutôt très bon formateur, donc il s'est senti chaud pour le faire. Et il a pondu une formation de 12 sessions sur le management. Ça parle de one-on-one, ça parle de recadrage de personnes, ça parle de feedback, ça parle de motivation, enfin, tout le travail du management. Nous, la relation manager-manager, on la base sur Radical Candor, le bouquin. Je vous encourage à le lire si vous ne l'avez pas encore fait.
Et donc il y a cette partie formation qui est importante, mais après il y a la partie entraînement. Et c'est aussi ça que beaucoup de boîtes ne font pas. Pour nous, c'est du coaching. C'est du coaching. Si on lâche un manager, on lui dit vas-y la théorie, démerde-toi, on sait bien que c'est la merde des relations humaines. Et donc on accompagne les managers, pas juste le manager et lui en fait, le manager du manager, mais en fait on a des sessions où il y a des clubs de managers, ils s'entraident entre eux, on leur apprend à s'entraider là-dessus. Et c'est comme ça, je pense qu'on arrive à faire ruisseler une culture managériale en fait, qui est à l'image de ce qu'on veut aussi, quoi. Sur l'intégration, je partage ton point de vue. Il y a un socle commun. Donc c'est une réponse de Normand. Il y a un socle commun et puis ensuite on s'enrichit de la diversité, des horizons divers. Voilà. Mais je pense que c'est important d'avoir un socle commun, des valeurs, de définir ça, même si ça a vocation à évoluer, mais en tout cas tous les ans ou tous les 2 ans, quand on se pose la question et qu'on fait ou pas évoluer, mais qu'on s'est posé les questions. Voilà, il y a un socle commun et ensuite, comme je disais, on essaie d'avoir des équipes qui sont pas... on n'essaie pas de recruter les clones de chaque équipe, mais au contraire d'avoir des gens qui viennent de formations différentes, sans a priori sur... telle ou telle école, telle ou telle formation, telle ou telle société, telle ou telle région. Voilà, on essaie vraiment d'être le plus ouvert possible. On vient de finir un cycle de formation, donc toute la société a été formée à la diversité, au recrutement inclusif. Et on a fait aussi une formation en début d'année, tous les managers. Et ça, je pense que c'est important de donner des bases, de faire des piqûres de rappel et de former aussi l'intégralité de la société sur certaines thématiques. Voilà. Et ça forge aussi une certaine culture. On a tous le même niveau d'information et ça permet d'avancer tous au même rythme. T'es pas obligé de reparler de Sigfox. Non, mais en fait, pour revenir à ce qu'expliquait Cédric sur ce qui s'est passé chez Sigfox, c'est qu'évidemment, il y a eu au démarrage beaucoup de profils start-up. Et encore, je pense qu'il faut le définir, mais le start-upper n'aime pas qu'on lui impose des choses, il aime toucher à tout, grande autonomie, grande adaptabilité, et c'est des profils plutôt très généralistes. Je regarde les 2 start-upers, on est bon. Sauf qu'au fur et à mesure où une entreprise croît, malheureusement, il faut un petit peu se spécialiser. Et c'est là où, en fait, il a commencé à cristalliser un peu mais non, mais moi avant je gérais ça, ça et ça. Oui, aujourd'hui on va te demander de gérer que ça parce que la charge de travail fait que tu ne peux pas faire la somme des 3, donc il faut faire juste ça. Et ce pivot-là, on l'a pas normalement de 0 à 50, on commence à l'avoir quand on atteint les 100, quand on commence à ouvrir des nouveaux pays, etc. Et c'est ce pivot-là qui est extrêmement difficile parce que y a une phase d'acceptation et je pense qu'en tant que fondateur ou chef dirigeant ou DRH, je ne sais pas, mais il faut accepter que parfois, les profils qui vous accompagnent de 0 à 100 ne sont pas forcément les profils qui vont vous accompagner de 100 à 500 et vice-versa. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, la façon dont on gère la boîte n'est pas la même, on commence à mettre des systèmes de gouvernance, un peu plus de process, ce mot fait peur, mais un minimum juste pour être plus efficace, quoi, pas pour embêter les gens. Et ça, il faut l'accepter. On l'a très mal géré en termes d'accompagnement de changement. Et c'est ce qui a fait que, je pense, on a eu des dérives. Mais quand on le sait et quand on le prépare et quand on accompagne les gens et justement on investit sur de la formation, de la posture, du leadership ou de la posture tout simplement, etc., sur la transparence, sur ça va être quoi les futurs enjeux, comment on va devoir s'adapter, pourquoi on doit s'adapter, et en fait juste considérer les gens comme des gens intelligents, et si on explique les choses, ça se passe bien, peut-être qu'on peut prévenir justement des dérives, de dire d'un seul coup on a une clash des cultures, il y a monsieur Airbus qui est arrivé et qui nous fait chier, et, alors qu'avant j'étais libre, etc., quoi. Sauf qu'en fait, bon, sans être radical, je pense qu'on peut faire évoluer les choses. Après, la note positive, au cas où vous ne l'avez pas compris, c'est que l'expérience écosystémique gagnée, je ne sais plus si ça se dit, mais grâce
à tous ceux qui, comme Claire, comme moi, ont vécu une expérience de dingue chez Sigfox, ça fait qu'il y a des diasporas qui se créent. Il y en a une qui est chez Kineis à ma gauche, il y en a plein partout. Et ça, quand on prend un peu juste le regard écosystème, c'est hyper intéressant parce que ça crée un vivier et les écosystèmes, c'est fait de cycles. Sigfox n'a pas créé de nouveaux business angels, mais en tout cas, Sigfox a créé ou a participé à des sacrées carrières. Je ne sais pas si vous en avez certains chez vous, mais en tout cas, c'est une vraie chance. Là, c'est vraiment la casquette French Tech Toulouse qui le dit. Ah, t'as refermé, vas-y. Je te confirme, en tout cas les profils qu'on a recrutés, la plupart sont de bons profils et qui apportent, de par leur expérience chez Sigfox, largement à Kineis. Tout à fait. Vous faites de la pub Sigfox depuis tout à l'heure. Il reste 1 minute. Vous avez été sage. Pourtant, je vous avais dit que vous pourriez crier. Alors, ça se fait pas trop ici. En plus, vous êtes bien installés dans les fauteuils. Je ne sais plus si la minute qui me reste au timer est avec questions inclus ou pas. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions? Moi, je peux relancer sur quelques sujets encore, hein, mais il y a des mains levées? Au milieu, oui. Le micro arrive. C'est vrai qu'on a une espèce de lumière là. Et quand Marie se rapproche, c'est qu'en fait, vraiment, c'est bientôt la fin. Ah, parce que je m'appelle Marie aussi, alors j'ai eu un petit... merci beaucoup, c'est hyper intéressant cette discussion. C'est marrant, je m'étais noté des questions et vous les avez toutes abordées, donc chouette. Le dernier point que je trouve je trouverais ça intéressant d'avoir votre regard, c'est sur l'alignement des équipes, parce que je trouve que quand on scale, vraiment, une des problématiques, c'est... Et tu en as parlé, Claire, c'est les gens qui étaient là quand on n'était pas nombreux, les aligner avec les gens qui arrivent quand on est déjà 50, c'est vraiment très difficile et on cherche tous des astuces et je trouve que Radical Candor particulièrement aide à travailler le feedback et ça fait partie aussi de l'alignement, ça peut faire partie de la culture, mais je trouvais ça intéressant que vous puissiez parler de comment est-ce que vous gérez ça, cet alignement des équipes pour pouvoir être sûr d'être bien focalisé sur l'objectif, parce que le scale en soi consomme tellement d'énergie que parfois ça peut faire bouger un peu l'alignement, justement. Je vais bien l'apprendre, enfin commencer en tout cas. Il y a un truc qui est hyper important, et qu'on apprend qu'avec le temps, c'est le leadership en fait. Et c'est être le CEO ou être les fondateurs d'une boîte à 10 et à 50, c'est pas du tout le même taf. Et on doit apprendre le leadership parce qu'avant, il n'y a pas besoin d'expliquer les choses, c'est simple, machin. Et puis d'un coup, faut vraiment préciser la vision. Avant, c'était simple, on avait juste à défoncer le marché. Et puis c'était voilà. Mais là, par exemple, nous, on a défoncé le marché américain. Et là, on se dit, mais merde, comment on fait? On a atteint un plateau. Faut créer un mot qu'on a amené, c'est l'innovation qui nous faisait super peur. Enfin bref. Et tout ça, on se dit, mais comment transmettre ça pour à toute l'équipe? Et en même temps, si on demande l'avis à tout le monde, et c'est ce qu'on a fait en fait, on a co-construit en fait avec toute la boîte, la roadmap et les enjeux des 3 prochaines années. Tu fais des travaux d'alignement comme ça en fait. Et en même temps, il y a des moments où la co-construction, c'est chouette, mais il y a des grands moments de leadership et des moments où il faut dire c'est comme ça en fait. C'est comme ça, on va là-bas, vous me suivez. Et c'est un petit peu ce mix, je trouve, entre co-construction et leadership et qui a trait à toute la gouvernance en fait. Qui fait quoi, qui décide de quoi. Et une fois que c'est beaucoup plus simple, je trouve que l'alignement, il se fait plus naturellement. Pour éviter aussi les dérives, je pense qu'il y a un sujet organisationnel. Pour l'avoir vécu chez Sigfox et l'avoir presque vécu chez Kili, quand on arrive, il y a des managers qui ont l'impression que pour pouvoir recruter, il faut donner des titres de VP, de directeur, de sous-VP, de sur-VP, etc. à tout le monde. Et là, du coup, on crée quelque chose qui est juste dramatique. Là où je pense qu'il faut essayer de rester le plus lean possible et autant que possible. Et ensuite, en interne, travailler sur justement les moyens de communication. Qu'est-ce qu'on communique, quand les grandes instances, justement, de plus en plus, on entend les mots de All-Hands, qui sont des communications mensuelles ou weekly des fondateurs, ou en tout cas du cadre dirigeant sur où est-ce qu'on en est, des projets, des initiatives, des OKR, etc.
et surtout un rôle primordial du management et du leadership, qui est son rôle, hein, c'est donner l'exemple et donner du sens et rattacher en fait le travail individuel au projet de la boîte. Et ça, c'est un truc, il faut vraiment, faut être hyper clair et très dur avec ses managers, quoi. Et les accompagner évidemment, mais faut pas se louper là-dessus, quoi. C'est vrai que les managers ont une vraie responsabilité. Hein. Quand on recrute un manager, il faut vraiment se poser la question de qui on recrute à ce poste-là, parce que c'est pas juste signer des feuilles de congé. Voilà, c'est une vraie responsabilité et je pense qu'il faut les engager et les supporter au sens anglais du terme. Enfin, voilà, vraiment les accompagner parce que c'est eux qui sont au contact premier des équipes et ouais, c'est hyper important. Et je rajoute, avant que Marie intervienne, un mot, c'est le mot répétition. Alors même à notre échelle, Caduceau, c'est 15 personnes, c'est tout petit, on pourrait dire que l'alignement est simple. Je sous-estime régulièrement l'importance de la répétition. On pense que parce qu'on l'a dit une fois, et dans un format all hands, très formalisé, ça y est, ça va être intégré et internalisé. Et en fait, non, il faut travailler la répétition si on veut l'alignement. C'est juste ça que je rajouterai avant de me faire taper dessus. Très bien. Merci. Non, mais vous pouvez continuer. C'est simplement que tu sais, tu as un atelier, Cédric, CXO Together aussi. Ah, maintenant après. Oui, presque, bientôt. Pourquoi pas. Merci. Tu veux prendre d'autres questions sinon, Marie Est-ce qu'il y avait une autre question? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mais oui, il y avait d'autres questions. Il y en avait Alors, deux. Non, mais on peut pas du tout. Pourquoi on peut pas? Parce qu'il y a l'atelier, ils t'attendent. Mais moi j'y vais, tu finis. Ah oui, je finis. Comme ça, tu prends de toute façon, les questions, elles sont pour les voilà. intervenants. Et ben on fait comme ça, c'est formidable. Voilà. Vous m'excusez, mais de toute Et vous façon, c'est pas n'aviez pour pas moi, de c'est pour les rendez-vous questions. mentor, vous? Non. C'était bon? Non. Non. Non, voilà, tu vois, Ok. c'est bon. Toi, je pense que tu mens. Non. Ok. Je vous les laisse. Vous pouvez poser autant de Voilà. questions que vous voulez. On se revoit à l'apéro de toute façon. Merci.